Je voudrais déjà m'excuser du retard avec lequel on commence le compte-rendu de ce jour. Le conseil de ce jour a été un peu long, en raison notamment du nombre de points qui a été abordé. Donc vous comprendrez que le compte-rendu que je vais vous en faire également soit un peu long, qu'il aille un peu au-delà des 30 minutes de compte-rendu que j'ai l'habitude de vous faire. Je voudrais donc à présent, mesdames et messieurs, vous faire le compte-rendu de ce conseil. Ce mercredi 3 décembre 2025, un conseil des ministres est tenu de 11h à 14h15 au Palais de la Présidence de la République, ici même à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations ont porté sur 42 points, dont 36 mesures générales, comprenant 4 projets de loi et d'ordonnance et 34 projets de décret. Au cours de ce conseil, on a eu également 4 mesures individuelles et 6 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, faire avec vous l'économie de ces différents points que je vous ai annoncés. Comme je vous l'ai dit, nous avons adopté au titre des mesures générales 4 projets de loi et d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi sollicite l'autorisation du Parlement pour la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola, signé le 24 juin 2025 à Luanda. Le deuxième projet de loi sollicite l'autorisation du Parlement pour la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Sultanat d'Oman, signé le 22 septembre 2025 à Montréal, au Canada. Ces 2 accords prévoient notamment pour chacune des parties signataires le droit de survoler le territoire de l'autre partie sans y atterrir, d'y faire escale pour des raisons non commerciales et d'y atterrir pour débarquer et embarquer des passagers, du fret et du courrier, tout en exploitant librement le service agréé, sans limitation des fréquences et des capacités. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l'habitat. Ce projet de loi vise à compléter et à clarifier les dispositions du Code de la construction et de l'habitat relatives à l'obligation d'assurance. Il distingue notamment 2 types d'assurance auxquels tout constructeur est tenu de souscrire, à savoir l'assurance tout risque chantier, préalable à l'ouverture du chantier pour couvrir les risques liés à l'exécution des travaux, et l'assurance de responsabilité civile décennale pour garantir la réparation des dommages matériels couverts sur 10 ans. Pour tout propriétaire de bâtiment, il prévoit l'assurance de garantie responsabilité civile couvrant obligatoirement les dommages corporels et matériels causés aux tiers en cas de ruine du bâtiment résultant d'un défaut de construction ou d'un défaut d'entretien. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire régional, en abrégé MCA Côte d'Ivoire régional, et un projet de loi de ratification y afférent. En septembre 2025, le gouvernement et le Millennium Challenge Corporation, MCC, ont signé un accord de don dénommé Compact Régional Énergie Compact pour un montant de
$322,5 millions américains aux fins de stimuler la croissance économique en favorisant le commerce sous-régional de l'électricité. Toujours dans le cadre des mesures générales, le Conseil a adopté 34 projets de décret, tels que je vous l'avais indiqué tout à l'heure, et je voudrais à présent donc aborder avec vous ces décrets qui ont été adoptés. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao. Cette mesure, prise conformément à l'ordonnance du 21 décembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles agricoles, vise à consolider les performances de la filière café-cacao et à augmenter davantage les revenus des producteurs. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 13 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont 11 concernant uniquement l'or et un portant sur le fer, l'aluminium et le cuivre, et un dernier portant sur l'or et le coltan. Ainsi, pour l'or exclusivement, un permis de recherche a été attribué respectivement à la société Barrick Gold Côte d'Ivoire SARL dans le département de Boundiali et de Korogo, à la Société ivoirienne d'exploitation et de recherche en abrégé SIER SARL dans le département de Dabakala, à la Société ivoirienne d'exploitation et de recherche en abrégé SIER SARL dans les départements de Kaniasso, Madinani et Odjéné, à la Société ivoirienne de négoce agricole, industrielle et minière, SARL, en abrégé Simen SARL, dans les départements de Tumodi, de Dimbokro et de Mbato, à la Société Orca Gold CDI SARL, dans les départements de Boundiali et de Dianra, à la Société Mines et Exploitation en Afrique de l'Ouest SARL, en abrégé Minex West Africa SARL, dans les départements de Bondoukou et de Bouna, à la Société Shark Mining CDI SARL, dans le département de Dabakala, à la Société Aspire Nord Côte d'Ivoire SARL, dans les départements de Boundiali et de Korogo, à la Société New Mining SA, en abrégé NMCI SA, de Touba et de Koro, à la Société New Mining Côte d'Ivoire SA, en abrégé NMSCI SA, dans le département d'Odjéné et de Koro, à la Société Gémica, dans le département de Vavois et de Zuenoula. Pour le fer, l'aluminium et le cuivre, à la Société Eburni Minéral, dans le département de Ouaninou. Et pour l'or et le coltan, à la Société Écominier SARL, dans les départements de Vavois, de Daloa et de Zuenoula. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret porte sur la ratification du contrat de prêt d'un montant de 80 millions d'euros, soit 52 476 560 000, conclu le 16 septembre 2025 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement des réformes partenariats
pour le climat et le développement, phase 1. Ces ressources seront plus précisément orientées vers la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que le financement du programme d'accès à l'électricité pour tous, de l'amélioration de la gestion des aires protégées et de la conservation, je vous en prie, et de la conservation de la diversité des écosystèmes naturels. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord de don d'un montant total de 5 300 000 euros, soit 3 476 572 100 francs, conclu le 26 septembre 2025 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'extension et d'innovation phase 1 du programme d'approche multiphase pour la santé, la nutrition et le développement de la petite enfance. Ce programme vise à accroître la qualité des services de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance et à encourager leur utilisation, en particulier par les femmes et les populations défavorisées. Le troisième décret porte, quant à lui, sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 37 milliards de francs CFA, conclu le 28 août 2025 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 4 300 logements socio-économiques en Côte d'Ivoire, phase 3, et de 1100 logements à Yamoussoukro et à Bouaké. Ce programme porte précisément sur la construction de 2360 logements à Abidjan PK24, de 420 logements à Yamoussoukro et de 1520 logements à Bouaké en vue de fournir des logements décents aux populations à des coûts accessibles. Le quatrième décret adopté au cours de ce Conseil est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 115 660 000 euros, soit 75 867 986 620 francs, conclu le 15 septembre 2025 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de désenclavement des zones transfrontalières et agricoles, phase 2. Le programme comprend l'aménagement intégré de routes et de ponts, d'une part, et la réhabilitation ou la construction d'infrastructures sociales de base, d'autre part, notamment des écoles, des clôtures d'écoles, des fournitures en pompes hydrauliques villageoises, etc. Enfin, le cinquième décret, adopté toujours au titre de ce ministère, porte ratification de l'accord de contre-indemnisation conclu le 1er décembre 2025 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire en relation avec un financement d'un montant de 470 millions d'euros, soit 308 299 790 000 francs CFA, et de 65 595 700 000 CFA, octroyés par la Société Générale Côte d'Ivoire, Société Générale Sénégal, Deutsche Bank AG et Société Générale de Côte d'Ivoire, bénéficiant d'une garantie partielle de crédit de la BAD. Ce projet ratifie l'accord de contre-indemnisation conclu entre le gouvernement ivoirien et la BAD et approuve corrélativement l'accord consacrant la garantie signée entre la BAD et les banques accordant le financement. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés,
le Conseil a adopté un décret fixant les conditions d'accès à la profession d'armateur, au commerce et au trafic maritime. Ce décret vise à garantir la qualité et la fiabilité des opérateurs maritimes, à lutter contre les activités illicites et la fraude dans le transport maritime et à protéger le pavillon national. Au titre du ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la prise de participation financière de l'État de Côte d'Ivoire et de la SODEMI au capital de la société dénommée Société ivoirienne de métaux précieux, SIMEP, une société à participation financière publique de droit national d'un capital de 5 milliards de francs CFA. Elle sera essentiellement consacrée, donc cette société, à la transformation des produits de mine. Son plan de développement prévoit la construction d'une usine d'affinage et d'une école de bijouterie d'un coût estimé à 5 milliards de francs CFA. Il prévoit également l'établissement d'un comptoir d'achat, de vente d'or et de métaux précieux, ainsi que la mise en œuvre d'une exploitation minière semi-industrielle estimée à un montant de 3 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités de création, d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des institutions socio-éducatives, en abrégé ISE. Prévu par la loi du 23 novembre 2023 d'orientation relative à la jeunesse, les ISE sont des établissements publics ou privés de proximité, d'encadrement de la jeunesse et de promotion de l'éducation permanente. Elles sont réparties en 4 catégories, à savoir les maisons des jeunes, les centres d'animation et de formation des jeunes, les centres de lecture et de documentation et les centres d'accueil jeunesse. Ce décret détermine les règles de création et de gestion de ces différentes structures et précise leurs sources de financement de façon à mettre en place une intervention socio-éducative, tant publique que privée, moderne, qui répondent efficacement aux besoins des jeunes. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 8 décrets portant respectivement redéfinition des limites de 8 forêts classées, à savoir la forêt classée de Koba, la forêt classée de l'Aleraba, la forêt classée de Logar, la forêt classée de Lokbo, la forêt classée de Nyarafolo, la forêt classée de Warigué, la forêt classée Palaka, la forêt classée du Nzi supérieur. L'expansion des activités humaines exerce une forte pression sur les différentes forêts classées à la base de litiges et de conflits communautaires. Ces décrets redéfinissent les limites des 8 forêts classées submentionnées pour répondre aux besoins anthropiques et vider les litiges fonciers tout en tenant compte des enjeux environnementaux et de la conservation de la biodiversité. Toujours au titre du ministère des Eaux et Forêts et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la Convention de concession forestière pour la réhabilitation des zones dégradées et la conservation de la biodiversité en vue de la génération de crédits carbone dans l'agroforêt du Haut-Sassandra. Cette convention est signée pour une durée de 50 ans entre l'État de Côte d'Ivoire et le concessionnaire, la société Bio SPV Caridja.
Ce décret entérine les termes de la Convention et engage donc sa mise en œuvre. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant la formation à distance dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce décret institue et encadre la mise en œuvre des dispositifs de formation à distance dans le secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Il fixe les principes, les conditions de réalisation, les modalités d'accréditation, les exigences pédagogiques, les normes technologiques ainsi que les mécanismes de gouvernance et de suivi de la formation à distance dans le secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous les mesures individuelles qui ont été adoptées pendant ce Conseil. Ces mesures individuelles l'ont été au titre donc du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Dosso Abou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République populaire de Chine avec résidence à Beijing. En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, sont nommés M. Francisco Xavier Gracha de Meireles, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République portugaise près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. M. Jacob Linulf, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Il s'agit donc d'une extension de compétences. De M. John Michael Vistad, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Il s'agit là également d'une extension donc de compétences. Mesdames et messieurs, je vais à présent aborder avec vous les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au 7e sommet de l'Union africaine-Union européenne tenu à Luanda, en Angola, du 24 au 25 novembre 2025. Une délégation de haut niveau, conduite par M. le Premier ministre, a pris part à cette importante rencontre qui a mis en avant la nécessité d'un partenariat renouvelé et équilibré entre les 2 continents. À cette occasion, les dirigeants africains ont insisté sur une représentation plus juste de l'Afrique dans les instances de gouvernance mondiale et financière. Ils ont plaidé pour des solutions durables à la dette africaine, un financement accru de l'adaptation climatique ainsi qu'un investissement renforcé de l'Europe dans les infrastructures numériques, la transition énergétique et la transformation agro-industrielle. En marge des travaux, le Premier ministre a eu des rencontres avec des personnalités de premier plan, dont le président de la République d'Angola et le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, auquel il a transmis l'invitation de notre pays à la cérémonie d'investiture du président de la République réélu à la tête de la nation. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés,
le Conseil a adopté une communication relative à la politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie, PIRM en abrégé. La PIRM vise à transformer le secteur des ressources extractives et de l'énergie en un pilier majeur de l'économie nationale. Elle constitue un référentiel formel et clair, présentant l'articulation cohérente des orientations sectorielles pour des ressources minérales et de l'énergie, le levier d'une nouvelle phase de croissance continue et durable à même de hisser progressivement notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Elle prévoit l'augmentation de la production de minerais et d'hydrocarbures pour soutenir la création de la richesse, la promotion de la transformation locale de nos ressources extractives afin d'accroître la valeur ajoutée en incluant les nationaux dans la chaîne des valeurs. La PIRM prévoit également le développement de la production énergétique, le développement de la production d'énergie électrique par l'augmentation de la part des ressources d'énergie renouvelables dans le mix énergétique pour favoriser l'accès pour tous à une énergie abordable et fiable. La mise en œuvre de la PIRM est prévue sur une durée de 15 ans pour un coût global estimé à 38 milliards de francs CFA. Toujours au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et de l'énergie, le CIREX 2026. La deuxième édition du CIREX se déroulera du 18 au 22 décembre 2026 au Parc des Expositions autour du thème « Industries extractives et énergétiques, quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ?» Le pays à l'honneur pour l'édition du CIREX 2026 est le Botswana pour son modèle de gouvernance transparente et responsable des ressources extractives. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au premier semestre 2025. À fin juin 2025, 2908 marchés ont été approuvés contre 1829 à la même période en 2024, soit une hausse de 59%. Le montant des marchés approuvés à fin juin 2025 s'élève à 684,7 milliards de francs CFA contre 730,3 milliards de francs CFA à fin juin 2024, soit une baisse de 6,3%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 66,2% du montant des marchés approuvés à fin juin 2025 contre 70,6% à fin juin 2024, soit une baisse de 4,4%. Les procédures non concurrentielles représentent 32,2% du montant des marchés approuvés à fin juin 2025 contre 28,4% à fin juin 2024, soit une hausse de 3,8 points. Plus spécifiquement, les marchés de gré à gré représentent 8,8% du montant des marchés approuvés à fin juin 2025 contre 9,3% à fin juin 2024, soit une baisse de 0,5 points. La part en valeur des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises, donc les PME, est passée de 28,7% à fin juin 2024 à 38,8% à fin juin 2025, et cette hausse de 10,1 points permet de maintenir la participation des PME
à la commande publique au-delà du seuil minimal réglementaire qui est de 30%. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du projet de recensement du patrimoine immobilier de l'État au 31 août 2025. L'opération, démarrée en août 2024, a pour objectif de procéder à la mise en place d'une base de données centralisée, actualisée et fiable du patrimoine bâti ou non bâti de l'État et de tous ses démembrements, comprenant le répertoire des biens immobiliers et leur cartographie. La première phase de l'opération a couvert pendant 12 mois les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, les 12 chefs-lieux de district, les localités de plus de 200 000 habitants, à savoir Divo, Soubré, Diokwe et Boiflé. Au 31 août 2025, 28 187 biens immobiliers appartenant à l'État ont été recensés et numérisés. La deuxième phase de l'opération lancée en septembre 2025 pour une durée de 12 mois couvre les autres localités du pays ainsi que les pays étrangers où notre pays dispose de biens immobiliers. Aussi, pour assurer le succès total du projet, le Conseil invite les autorités administratives en gestion directe des biens immobiliers bâtis ou non bâtis de l'État à prendre les dispositions utiles pour faciliter l'accès des sites concernés aux agents chargés de la réalisation des enquêtes de terrain. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie de développement de l'industrie des matériaux de construction, de l'ameublement et des équipements en Côte d'Ivoire. Ce document de politique nationale vise à faire de notre pays le leader sous-régional en matière d'industrie des matériaux de construction, de l'ameublement et de l'équipement. Elle s'articule autour de la consolidation de la gouvernance et de la réglementation du secteur, de l'intensification de la recherche, développement et de l'innovation, du renforcement de la compétitivité des acteurs locaux et de la croissance du marché local. De façon opérationnelle, la mise en œuvre de la stratégie inclura le développement de zones industrielles intégrées, de pôles de production, de technopoles et de zones industrielles spécialisées afin d'attirer les investissements, de stimuler l'industrialisation et de promouvoir les champions nationaux. La stratégie de développement de l'industrie des matériaux de construction, de l'ameublement et des équipements est conçue pour une durée de 10 ans, soit de 2025 à 2035. Elle démarrera par une phase pilote d'une durée de 5 ans dans la filière bois, avec la création d'une zone industrielle intégrée dans la ville de San Pedro, choisie en raison de la densité des industries du bois dans cette localité. La mise en œuvre de cette phase pilote, estimée à 32,5 milliards de francs CFA, permettant de créer 25 nouvelles unités industrielles dans le secteur de la transformation du bois et de générer plus de 15 000 emplois directs supplémentaires à l'horizon 2035. C'est avec ce dernier point au niveau des communications que l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres de ce jour donc, a pris fin. Nous n'avons pas eu de point de divers à aborder au cours de cette réunion. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition donc, pour toutes les questions que vous voudrez bien poser, aussi bien sur le Conseil ou éventuellement donc, des questions d'actualité.
Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Paul Kwakou du quotidien Le Mandat. Ma question est relative au code de la construction et de l'habitat, précisément sur l'assurance risque chantier. Quelles sont les mesures prises pour l'encadrement de cette assurance dans sa mise en œuvre, de sorte qu'il n'y ait pas une répercussion sur le coût du loyer au final, ces coûts du loyer qui sont déjà hors de prix? La seconde question, c'est, si j'ai bien entendu dans le communiqué, vous avez indiqué que dans le cas d'un défaut de construction, c'est la responsabilité civile du propriétaire du chantier qui est engagée. Pourquoi on n'ira pas jusqu'à sa responsabilité pénale, d'autant plus que, par exemple, dans les effondrements du meuble, il y a des pertes en vie humaine? Merci. Merci. Oui, effectivement, toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur le coût, donc je dirais du loyer. Donc vous aurez tous les détails dans le décret qui a été adopté, mais vous pouvez être assuré que lors du Conseil de gouvernement, c'est une question qui est revenue et le ministre de la Construction, en tout cas, a donné les arguments pour qu'on n'ait pas une répercussion donc, sur le coût du loyer. Vous savez, concernant notre code pénal et notre code de procédure pénale, que dès lors qu'il y a perte en vies humaines, il y a des procédures qui sont engagées. Donc, dans cette procédure qui est ici purement, je dirais, administrative, il n'était pas besoin donc d'engager de responsabilité pénale dès lors que cela est pris en compte par le code pénal et le code de procédure pénale. Ici, il s'agit de faire en sorte que, en cas de victime, que les indemnisations puissent être couvertes. C'est cela le sens de cette assurance. Vous savez très bien que c'est à cela que servent donc les assurances. Et très souvent, malheureusement, quand il y a des accidents, notamment en ce qui concerne donc, les constructions d'immeubles, la difficulté demeure donc l'indemnisation des victimes, qu'elles soient décédées ou blessées. Et s'il n'y a pas de couverture en termes donc d'assurance, cela devient difficile à recouvrir parce que parfois les capacités du promoteur, les capacités financières, je veux dire, du promoteur ne permettent pas de pouvoir supporter donc les indemnités, d'où la nécessité de cette assurance. Tout cela va bien sûr donc dans l'amélioration, je dirais, de la politique de construction immobilière et avec donc les différents accidents que nous avons connus ces dernières années. Je vous remercie. Il y a une question d'actualité? Bon, d'accord, ok. Je vous en prie. Oui. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le porte-parole, au surlendemain de son retour de France, le porte-parole du PDCI RDA a été convoqué à la préfecture de police, gardé à vue, puis placé sous mandat de dépôt. Selon son avocat, M. Blessy Chrysostome, il pèse contre Bredoumi Soumaïla 11 chefs d'accusation, dont l'atteinte à la sûreté de l'État et l'incitation à la révolte populaire. Monsieur le porte-parole, il est vrai que vous nous répétez inlassablement la séparation des pouvoirs, mais la question que de nombreuses personnes se posent aujourd'hui est la suivante. Est-ce que le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, qui a tenu des propos polémiques à Paris au mois d'octobre dernier, connaîtra le même sort que son porte-parole s'il décidait de rentrer à Abidjan? Telle est ma première préoccupation. La seconde, c'est un constat que je voudrais partager avec vous. Monsieur le ministre, ça fera bientôt 2 ans que la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. De grands moyens ont été dégagés et le pays a réussi cette organisation-là. Il se trouve, j'ai fait le constat, et je voudrais partager ce constat avec vous. Au niveau de la FIF, il y a un stock d'ambulances depuis la CAN. Toutes ces ambulances-là sont garées. Or, dans de nombreux hôpitaux, notamment au milieu rural, il y a
un manque criard d'ambulances. Pourquoi est-ce que ces ambulances-là restent garées alors qu'il y a des besoins qui sont exprimés? Je vous remercie. Merci. Pour la première question, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas de boule de cristal. La justice fait son travail. Elle fera son travail. Si tant il est que la justice a ouvert une procédure, la procédure va se suivre. Mais en l'état actuel des choses, je ne peux vous répondre. Je ne sais pas quelles sont toutes les procédures qui sont ouvertes donc, contre les différents individus qui, à un moment donné, donc, ont lancé des appels qui peuvent être assimilés à des appels donc, à l'insurrection ou au renversement donc, du régime et à tous les chefs d'accusation qui ont été donc, annoncés dans le cadre des différentes procédures qui sont ouvertes. Donc là-dessus, je suis désolé. Ce n'est pas que je répète inlassablement que je ne commande pas les décisions de justice. Oui, je ne les commande pas, mais en la matière, il n'y a même pas de décision. Donc vous me demandez donc, de me prononcer sur ce qui pourrait advenir, je ne sais pas. Pour la deuxième question, il faut déjà savoir quel est le statut de ces ambulances. Donc comme c'est maintenant que vous en parlez, donc évidemment le ministre des Sports va certainement s'en saisir, de même que le ministre de la Santé, pour savoir quel est le statut de ces ambulances. Sont-elles les propriétés de la FIF? Dans ces conditions, c'est elle donc qui devra, je dirais, se charger de leur remise aux éventuels propriétaires qu'elle aura identifiés. Sont-elles les propriétés de l'État? Dans ces conditions, je ne pense pas que c'est à la FIF qu'elles auraient été garées. Donc, je n'ai pas le statut de ces ambulances, je ne peux donc pas vous répondre, mais c'est bien donc d'appeler l'attention donc de l'opinion dessus. Je suis persuadé que mes collègues donc de la santé et des sports se saisiront de cette question. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je me nomme Fulbert Yao de l'agence Anadolu et du site internet l'Info Express. Monsieur le ministre, j'ai une seule question. Dans le mois de novembre, on dénombrait près de 80 000 réfugiés provenant des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. À ce jour, quelle est la situation actuellement au nord du pays? Est-ce que la Côte d'Ivoire continue-t-elle plutôt d'accueillir des réfugiés? Et qu'est-ce qui a été mis en place pour gérer cette situation? Merci, Monsieur le ministre. Merci. L'essentiel des réfugiés, donc des 80 000 dont vous parlez, nous venaient donc du Burkina. Aujourd'hui, même si au Burkina la tendance semble être ralentie, nous commençons à recevoir donc des réfugiés qui nous viennent du Mali. Évidemment, la Côte d'Ivoire, dans sa tradition de terre d'accueil, prend toutes les dispositions pour accueillir ces réfugiés et faire en sorte qu'ils puissent vivre donc dans des conditions décentes. Comme cela s'est fait au début avec les réfugiés qui venaient donc du Burkina, ces personnes sont accueillies dans des familles, mais en fonction du flux, l'État prendra les dispositions, comme nous l'avons fait dans le nord-est pour ceux qui viennent donc du Burkina, pour pouvoir recevoir donc ce flux de réfugiés. Je peux vous dire, par exemple, qu'en ce qui concerne ceux qui nous étaient venus du Ghana suite à la suite d'un conflit foncier, que suite à la visite que nous avons eue ici, donc du ministre des Affaires extérieures, les choses se sont bien passées et donc les réfugiés ghanéens sont retournés dans leur pays. Bonjour, Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, ces dernières années, plusieurs cas de suicide ont été enregistrés au sein des forces de sécurité, principalement au sein de la gendarmerie nationale, où en début 2024, un gendarme s'est jeté ici même au plateau sur le pont. Aussi, avant-hier, celui du commandant de brigade de Fresco. Monsieur le ministre, nous sommes en mesure de savoir quelle lecture fait-il le gouvernement de cette situation qui est préoccupante et comment l'explique-t-il? Ma seconde question est la suivante. Votre collègue du ministère de la Promotion de la Jeunesse mène actuellement une campagne auprès des étudiants ivoiriens vivant aux États-Unis afin de les encourager à revenir en Côte d'Ivoire après leurs études.
Alors, nous souhaiterons savoir, Monsieur le ministre, quel dispositif concret l'État ivoirien met en place face à un cas précis où un étudiant en fin de cycle qui est sur le point d'être recruté par une firme américaine, doit-il revenir au pays ou doit-il accepter cette demande? Merci, Monsieur le ministre. Bien, merci bien pour vos questions. Vous savez très bien qu'en cas de perte en vie humaine, donc des enquêtes sont en cours. Donc en ce qui concerne le CB de Fresco, les enquêtes sont en cours pour savoir exactement donc, ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tire toujours des conclusions hâtives lorsqu'il y a ce genre d'événements. Il faut faire confiance donc en l'État de Côte d'Ivoire. On a eu des cas pareillement de présumé suicide d'un étudiant dont il s'est avéré que ce n'était pas évident que ce soit un suicide. Donc c'était il y a quelques années de cela. Donc les enquêtes sont en cours. On va définir véritablement les conditions donc, de décès et en ce moment-là, on pourra se prononcer là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une politique, je dirais, au niveau du ministère de la Santé qui a été mise en œuvre pour mieux encadrer les questions de santé mentale. Le gouvernement, vous le voyez bien, se penche sur cette pathologie qui n'est pas connue, qui est silencieuse. Et donc, c'est une vraie préoccupation. C'est pour cela que nous avons mis en place donc, une politique pour la prise en compte donc, de la santé mentale. N'oubliez pas, j'ai eu l'occasion de le dire ici, que nous sommes sortis quand même d'une crise dont personne ne peut imaginer encore à ce jour l'impact sur la psychologie de la population, sur la psychologie donc, des Ivoiriens. La crise de 2010 a laissé forcément des traces dans notre conscient et notre subconscient. Et tout cela peut conduire non seulement, peut-être, mais ça c'est les psychologues et les sociologues pourront nous le dire, je dirais à l'explosion de violence que nous connaissons de temps en temps dans notre pays, mais également peut-être donc à ces situations de suicide. Donc c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et là-dessus, le fait que le ministère de la Santé ait pris cette question à bras le corps avec sa politique justement donc, sur la santé mentale montre bien que le gouvernement est préoccupé. C'est un peu paradoxal avec donc, certaines études qui montrent que notre pays est le pays le plus joyeux. Donc vous voyez un peu donc, le contraste qui peut exister donc, entre ce phénomène et puis donc, ces statistiques qui font donc, de notre pays un pays où les populations sont en général joyeuses. Donc c'est une vraie préoccupation et nous en tenons compte. Pour ce qui est de la campagne de retour au pays, cette campagne joue un peu, je dirais, sur le patriotisme donc, de nos étudiants. L'État investit en vous. Il est tout à fait normal que vous puissiez restituer à l'État ce que l'État a mis en vous. Nous sommes des pays en construction. On ne peut pas former nos cadres pour qu'ils aillent servir des pays déjà développés. Cette campagne, c'est juste pour créer un éveil de conscience. Après, la responsabilité est personnelle. C'est à vous de choisir. Si vous décidez, je dirais, d'avoir des avantages pour vous-même, parce que vous avez la possibilité d'avoir une belle carrière à l'étranger, ou bien alors, si vous décidez de venir vous mettre au service de votre pays. Je voudrais dire qu'on a eu des cas dans notre pays où certains Ivoiriens sont rentrés pour venir contribuer au développement de leur pays en gagnant moins que ce qu'ils gagnaient quand ils étaient à l'étranger. C'est des exemples à saluer. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est juste conscientiser donc, les jeunes Ivoiriens pour dire que nous avons un pays à construire, nous avons un pays à développer, nous avons besoin de beaucoup de compétences, parfois des compétences d'Ivoiriens qui existent ailleurs. C'est eux qui peuvent venir créer ici tout l'écosystème qui va faire que dans notre pays, eh bien, il fera de mieux en mieux bon vivre.
Donc c'est juste une sensibilisation. Il n'y a pas de voie contraignante, c'est de la sensibilisation, d'où cette campagne de communication pour inviter les jeunes Ivoiriens qui ont acquis des compétences, très souvent avec les ressources de l'État, à revenir contribuer au développement de leur pays. Donc cette campagne ne concerne pas que ceux qui ont bénéficié des ressources de l'État, elle concerne tous les Ivoiriens qui, même aller se former à leurs propres moyens, doivent avoir ancré en eux un amour de la patrie suffisamment fort pour décider de venir apporter leur pierre à l'édification donc de leur pays, un pays qui, comme le chef de l'État l'a indiqué, aspire à entrer dans le rang des pays donc, de revenus intermédiaires de sources supérieures à l'horizon 2030. Cela ne peut se faire sans la contribution de tous. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, le week-end dernier, plusieurs publications ont rapporté la création d'un bureau du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire avec des images à l'appui. Ces allégations suscitent depuis de nombreuses réactions. Qu'en est-il réellement, Monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer si une telle organisation existe bel et bien sur le territoire ivoirien? Merci, Monsieur le ministre. Bien, votre question me permet de revenir à la campagne que le ministère de la Communication a engagée par rapport à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À cela s'ajoute donc une rubrique que la RTI fait régulièrement depuis un certain temps pendant le journal télévisé afin de démentir les infox. Ces images n'ont pas été authentifiées par nos services. Beaucoup ont prétendu que c'était en Côte d'Ivoire, mais rien ne permet de dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'avec les images, on peut tout dire, mais vous savez également qu'aujourd'hui, avec donc l'intelligence artificielle générative, on peut tout créer, notamment des deepfakes. Donc je peux vous assurer que pour le moment, nos services n'ont pas indiqué que ce bureau existait ici en Côte d'Ivoire et n'ont pas authentifié ces images. Il y a quelques indices, il suffit de regarder derrière, vous avez le drapeau d'un pays qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'œil observateur. Les boissons, bon, il y a beaucoup de boissons qui sont des marques internationales. Vous avez des sociétés en Côte d'Ivoire qui exportent leurs boissons. Donc, tous ceux qui ont fait des commentaires sur la qualité de la boisson, en tout cas, bon, ce qui nous a été rapporté, c'est juste des supputations. Nous n'authentifions pas donc ces images comme étant en Côte d'Ivoire. Merci et puis bon appétit.